Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Contre-Attaque. Et oui, on est de retour pour notre émission débat, analyse. Et après avoir parlé de cyclocross, de géopolitique avec les courses dans le monde et sur le dernier numéro de budget, de salary cap et compagnie, aujourd'hui on va s'intéresser à une question importante. Vous savez, le mois d'avril, on se régale tous les week-ends avec les plus grandes courses d'un jour, les monuments, et la question qu'on va se poser aujourd'hui: modifier le parcours d'un monument, c'est mal? Point d'interrogation. Donc on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça et de répondre: est-ce que oui ou non il faut modifier le parcours d'un monument? Pour m'aider aujourd'hui à répondre à cette question épineuse, j'ai déjà l'honneur d'accueillir le monument de Radio Fringale depuis qu'il a couru sur les pavés de Paris-Roubaix. C'est Titien. Salut Titien, comment vas-tu? Salut Adri, salut tout le monde. Bon, écoute, ça va très très bien. Merci pour cette introduction très très élogieuse. Alors, moi j'étais à moins de 20 à l'heure sur les pavés, donc j'ai vécu le monument dans la douleur, mais très content de faire cette émission parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses à dire et un beau débat en perspective. Eh bah oui, c'est clair c'est matière à débat. Et pour nous aider justement dans ce débat, c'est un chroniqueur qui aimerait bien qu'une course suisse soit inscrite sur la liste des monuments, mais en attendant, Non. il va dévorer le Tour de Romandie qui arrive prochainement pour se venger. Salut Nico, comment vas-tu? Salut Titien, salut Adrien, merci pour la présentation. Bonjour tout le monde, vous savez, Contre-Attaque, c'est toujours mon format favori où on peut parler de grands sujets divers et variés autour du cyclisme. Et aujourd'hui, on va parler d'histoire du cyclisme, on va parler de géographie du cyclisme avec certaines des courses les plus importantes, dont on va nous parler bien sûr Adrien aujourd'hui, les monuments. Et alors non, au contraire, je suis très content déjà qu'un petit pays de vélo et un petit pays géographique ait déjà 2 courses par étape World Tour avec le Tour de Suisse et le Tour de Romandie. Donc non, pas besoin d'un monument, tout va très bien. Et ce serait d'ailleurs très malvenu. Donc on va pour y revenir. D'ailleurs, il y a déjà plein d'autres courses. On peut penser à l'Amstel qu'on vient de vivre. On peut penser au Strade Bianche. On peut penser, pourquoi pas, certaines personnes pourraient parler la classique à San Sebastian ou d'autres courses comme ça qui mériteraient déjà plus d'être éventuellement ajoutées au statut des grosses classiques. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais déjà très, très content de faire cette émission avec vous parce que c'est une thématique, mine de rien, importante au niveau de l'histoire générale du cyclisme sur route. On avait le Grand Prix de Zurich à un moment qui était Coupe du Monde, mais Tout à fait. C'était bien ça. une course que j'aimais bien, moi. Moi, je me réjouis de faire avec Titien l'émission un jour. Je veux être dans cette émission, l'émission sur le retour ou non de la Coupe du Monde et sous quelle forme, avec quel type de classique, etc. Ah ouais. On la fera un jour cette émission, Titien. Ouais, ça serait chouette. Ouais, c'est une très bonne idée. Ce que tu disais, Adrien, pour les gens qui ne savent pas, le Grand Prix de Zurich était début des années 2000, était une des manches de la Coupe du Monde, au même titre que les monuments, mais également d'autres classiques un peu répartis partout en Europe. Donc voilà, donc ceux qui ne savent pas, il y avait une classique suisse qui s'appelait le Grand Prix de Zurich, qui n'existe plus aujourd'hui, mais voilà, qui était une classique qui se courait après le Tour de France au mois d'août, donc entre le Tour de France et la Vuelta. Voilà. Exact, et qui était plutôt pour les grimpeurs, punchers grimpeurs. Vous avez vu, en fait, si vous avez vu le championnat du monde de l'année passée avec Pogacar, voilà, vous avez une idée de à quoi ça ressemblait. C'est un peu le même délire. Alors messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais déjà vous demander un petit peu, vous, les monuments en termes de cyclisme, qu'est-ce que ça vous inspire? Puis on peut peut-être commencer, Nico, si tu veux bien nous dire, c'est quoi un monument en cyclisme? Alors, les monuments du cyclisme, c'est 5 courses, 5 classiques, 2 italiennes, 2 belges et une française, bien entendu, qui se courent tout au long de l'année, avec un historique assez simple que vous allez comprendre. La première course qu'on appelle la plus ancienne, ce qu'on appelle la doyenne, c'est Liège-Bastogne-Liège, qui est la première course qui fait partie des monuments et qu'on va vivre d'ailleurs ce week-end, pour ceux qui l'écoutent. C'est en général la dernière des grandes classiques du printemps et dont la première édition a été courue en 1800.
1992, donc 92 pour moi je le dis, mais je fais l'adaptation pour nos auditeurs français, donc 92, et puis suivi très rapidement en 96 de Paris-Roubaix, avec la première édition de Paris-Roubaix. Paris-Roubaix se court toujours, c'est le seul monument français, et se court toujours, en tout cas depuis très très longtemps, le deuxième week-end d'avril, le deuxième dimanche d'avril, puisqu'il succède au Tour des Flandres, qui, vous ne le savez peut-être pas, mais le Tour des Flandres est la plus récente de toutes les courses de toutes les classiques qu'on appelle les monuments, puisque la première fois que le Tour des Flandres a été couru, c'est 1913. À titre de comparaison, les deux autres monuments italiens, donc Milan-San Remo et le Tour de Lombardie, ont été courus en 1907 et pour le Milan-San Remo, et en 1905 pour le Tour de Lombardie. Donc vous voyez que c'est des monuments parce que parmi les grandes classiques qui sont restées encore jusqu'à aujourd'hui, parce que les courses elles se font, elles se défont, elles apparaissent, elles disparaissent, c'est celles qui sont les plus anciennes. Et chacune de ces courses a non seulement fait le reflet d'une région particulière dans les terres de cyclisme. On le rappelle quand même, historiquement, il y a trois grands au niveau du cyclisme sur route, même s'il y a beaucoup de nations, et aujourd'hui on a parlé, le vélo c'est un sport mondial. On rappelle que historiquement il y a quand même trois grandes nations du cyclisme sur route qui ont fondé les bases du cyclisme sur route: la France bien entendu, la Belgique, assez logiquement, et également l'Italie. Et c'est pour ça que ces monuments se trouvent dans ces pays-là et dans ces régions-là. Le Tour des Flandres pour la partie évidemment flamande de la Belgique, Liège-Bastogne-Liège pour la partie wallonne, donc on couvre les deux parties de la Belgique, Paris-Roubaix évidemment pour tout le nord de la France et l'historique des vélos, des roturiers, etc. Et les pavés de ce qu'on appelle l'enfer du Nord, et en Italie avec à la fois la partie alpine avec le Tour de Lombardie et également la Riviera, de ce qu'on appelle le bord de mer, avec Milan-San Remo. Il faut savoir qu'au départ, deux grandes classiques partaient de Milan. Le Tour de Lombardie, à la base, c'était Milan. Donc ils partaient de Milan, ils allaient dans les Alpes, ils faisaient un tour et ils revenaient à Milan. Il y avait d'ailleurs eu des grands duels entre Coppi et Bartali à cette époque-là. Et puis Milan-San Remo, on parlait également de Milan, mais on va jusqu'à San Remo. On aura l'occasion d'en reparler au niveau des parcours, Adrien et Titien. Et voilà. Et simplement pour terminer, on rappelle le surnom de ces courses. Parmi la Milan-San Remo, c'est la Primavera, puisque c'est le premier monument qu'on court dans l'année. En général, le troisième week-end du mois de mars. Le Tour des Flandres, la reine des classiques, qui est la plus récente, mais aussi celle qui a le plus de composantes aujourd'hui. L'Enfer du Nord avec Paris-Roubaix, qui se court un week-end plus tard. À la fin du mois d'avril, on a toujours Liège-Bastogne-Liège, la doyenne, puisque c'est celle qui existe depuis le plus longtemps, on l'a dit, 1892. Et enfin, le Tour de Lombardie, qui en général est la clôture, pour ceux qui ne le savent pas, de la saison, qu'on appelle la classique des feuilles mortes, parce qu'elle se aux alentours de mi-octobre, entre le 10 et le 18 ou 19 octobre. Et donc, en général, au niveau du climat, c'est là où il y a des feuilles mortes, ce qui peut ajouter une difficulté dans la route, notamment avec des routes qui peuvent être humides, mouillées, et avec évidemment des feuilles mortes sur la route. C'est pour ça qu'on appelle cette classique la classique des feuilles mortes. Voilà ce que je voulais dire en introduction, Adrien, pour un peu qu'on rappelle aux gens qui ne connaîtraient pas ce que c'est un monument du cyclisme. Merci Nico pour cette présentation. Ouais, le Tour des Flandres est aussi surnommé de Ronde, le Tour en néerlandais. La reine des classiques, ça va aussi pour Paris-Roubaix. Enfin, ils ont plusieurs surnoms, effectivement. C'est classique. Titien, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, les monuments dans un calendrier cycliste, et puis de manière un petit peu plus générale? De toute façon, c'est des courses qui sont toujours hyper attendues par tout le monde. Ouais, alors pour moi, j'associe le monument à, j'ai envie de dire, à la fin de la Coupe du Monde. J'ai mine de rien, j'ai l'impression que cette appellation de monument et ce caractère un peu mythique qu'ils détiennent, il a pris de l'ampleur suite à l'arrêt de la Coupe du Monde fin 2004, où la Coupe du Monde, c'était, donc voilà, comme on a aujourd'hui en cyclocross, on en avait déjà parlé dans notre émission, mais grosso modo une dizaine de classiques, dont les 5 monuments et dont d'autres, comme il me semble Saint-Sébastien, comme Paris-Tours, comme le Grand Prix de Zurich et j'en oublie, et l'Amstel évidemment. Voilà, c'était une dizaine de classiques qui étaient tout au long de l'année, sur lesquels on attribuait des points. Il y avait un classement et un maillot évidemment de leader de la Coupe du Monde pour celui qui comptabilisait le plus de points, effectivement. Si vous allez voir le top 10 des maillots qu'on a fait il y a 2 ans, il est classé en très très bonne position. Mais voilà, moi ça m'inspire ça m'inspire une sorte de mysticisme un peu qui a été créé, mais je trouve qu'il s'est monté finalement d'année en année. Je trouve que
dans les années 2000, il n'y avait pas encore cet aspect je mise toute ma saison uniquement sur 2 ou 3 de ses courses, etc. Où ça y est, il a gagné Roubaix, c'est un des 5 monuments, il a forcément réussi sa saison, etc. Moi, je voyais plus le cyclisme par le prisme d'abord, il y a les classiques flandriennes, puis il y a les classiques ardennaises, puis il y a d'autres classiques en fin d'année, dont le Tour de Lombardie. Mais voilà, je le voyais plus comme ça, et petit à petit, au fur et à mesure des saisons, et je trouve que ça s'est mis vraiment en place dans les années 2010. Vraiment, il y a cette appellation de monument qui a commencé à se répandre de plus en plus. Vous me direz après si vous vivez un peu comme moi, mais moi, je le ressens comme ça, et qui arrivait au point aujourd'hui où vraiment c'est des rendez-vous incontournables du calendrier qui balaye tout le reste. Et on le voit avec des coureurs comme Mathieu Van Der Poel, etc., qui finalement fait très très peu de courses à côté, mais qui, s'il remporte juste 2 victoires dans l'année, et ça a été le cas les 2 années précédentes, alors certes, il y avait le titre de champion du monde en plus, mais sinon, c'était 2 monuments à chaque fois. On dit, bah, il a forcément réussi son année. Il a gagné 2 courses, mais ces 2 monuments, c'est parmi les 5 plus grosses classiques du calendrier. Il les a gagnés. Moi, je trouve que voilà, il y a ce côté très très fort sur ces courses qui a toujours existé, mais qui s'est vraiment développé ces 10 dernières années. Et du coup, aujourd'hui, vraiment, ces 5 courses, elles sont sacralisées comme jamais, de par effectivement leur difficulté, leur ancienneté, et évidemment bah, le fait que voilà, elles sont très très longues en termes de kilomètres. Mais voilà comment moi je le vis aujourd'hui, un truc finalement qui est pas si évident dans l'histoire du cyclisme. J'ai l'impression que ça n'a pas toujours été. Ouais, il y a les 5 monuments et puis tout le reste, c'est loin d'être au même niveau. Mais dites-moi, vous, un petit peu comment vous le ressentez. Ouais, non, mais c'est ça, hein, le terme vraiment monument pour désigner ces 5 courses, il apparaît, ouais, fin des années 90, début des années 2000, un peu à la fin de la Coupe du Monde. Après, ça a toujours été, quand on peut lire des articles de presse du milieu du XXe siècle où on parle de Bordeaux-Paris, Paris-Brest-Paris, même le Tour de France, on utilisait le terme de monument parce que c'était des courses qui étaient hyper ancrées dans le calendrier, et puis par la difficulté, la longueur ou autre, ça en faisait quelque chose d'assez mythique. Mais en fait, ce qui est assez marrant, je trouve, c'est que, par exemple, dans les années 60, 70, on parlait pas du tout des monuments ou des 5 monuments. Il y avait les classiques, et les coureurs, ils allaient se bastonner sur les classiques. Et en fait, les 3 coureurs qui ont gagné tous les monuments, donc Roger de Vlaminck, Rick Van Looy et Eddy Merckx, bah en fait, quand ils ont gagné les 5 monuments, ils savaient pas qu'ils avaient gagné les 5 monuments parce que les courses n'étaient pas identifiées en tant que telles. Et effectivement, ça fait aller un quart de siècle vraiment où on identifie, et ouais, je suis d'accord avec toi, ça s'est vraiment accentué. Enfin, elles ont pris une importance énorme dans le calendrier, ces cinq courses, à tel point que d'autres, du coup, ont perdu aussi en parallèle. Je pense à une course comme Paris-Tours, qui, sur le papier, avait tout pour faire un monument. Alors peut-être au niveau du parcours, c'était pas ça, mais elle était ancienne, elle était longue. Mais voilà, ça s'est fait un petit peu écrasé par ces autres courses, par exemple. Donc ouais, je te rejoins assez là-dessus. Je sais pas si Nico, t'es de notre avis aussi. Et tout à fait. Je j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce point-là. Comme je dis, j'adorerais qu'on fasse l'émission Coupe du Monde pour revenir parce que les courses se font et se défont. Et Mm. comme je l'avais déjà dit, et c'est clair que ces 5 courses qui ont résisté le plus longtemps dans l'imaginaire et dans l'organisation des courses et du cyclisme ont acquis un peu un statut particulier. Un statut au niveau des parcours qui devient de plus en plus sacralisé, qu'on réfléchit, qu'on pèse, qu'on sous-pèse, et un statut qui, en plus, n'est pas... Enfin, c'est-à-dire, aujourd'hui, on regroupe des courses qui n'ont pas la même importance historiquement au niveau du palmarès et de la signification sous la même appellation. C'est-à-dire qu'avant, on avait des courses qui... Je veux dire, aujourd'hui, il y a vraiment cette séparation monument. Mais à l'époque, je me souviens très bien dans les années 2000, et Titien pourra, je pense, être d'accord, avec moi, j'imagine, quand on voyait les courses, il y avait plus de différence entre un Tour des Flandres et un Tour de Lombardie, par exemple, en termes de statut, en termes de comment ça marque un palmarès, que entre un Tour de Lombardie et une Classica San Sebastian ou une Amstel, par exemple. Aujourd'hui, évidemment, ça ne fonctionne plus. Du point de vue des points UCI, du point de vue de ce que ça représente sur un palmarès, parce que par exemple une course comme le Tour de Lombardie qui est le moins
sacralisée, on va dire, des 5 monuments, on pourra y revenir, mais qui est une très belle course que moi j'adore, mais qui n'est pas au niveau des classiques, au niveau d'un Milan-San Remo, au niveau d'un Tour des Flandres, etc. Aujourd'hui, à ce statut de monument, alors qu'à l'époque de la Coupe du Monde, bah, c'était une course très importante, mais est-ce qu'elle était plus importante ou vraiment d'une catégorie vraiment différente à une Amstel ou à une Flèche Wallonne? Ben, la question se pose. Et c'est aujourd'hui, ben, avec cette appellation monument, on a l'impression d'avoir un pied d'égalité comptable entre des courses qui, dans l'imaginaire populaire, en tout cas dans l'histoire du cyclisme, ne pèsent pas exactement la même chose. Mm. Exact, exact. Ce que je vous propose, messieurs, c'est de commencer par Milan-San Remo, parce que c'est la première classique quand on démarre la saison cycliste, où on va essayer de se replonger un petit peu sur les modifications qu'il y a eu au cours de l'histoire, et puis on va discuter ensemble de savoir ce que ces changements de parcours, les changements de parcours qui ont eu lieu, si c'était bien ou pas, si ça a ajouté quelque chose à la course, et un petit peu comment est-ce qu'on voit l'avenir, et est-ce qu'il faudrait rester comme ça ou faire évoluer encore les choses. Donc tu l'as dit tout à l'heure, Nico, hein, 1907 pour la première édition de Milan-San Remo. C'est la plus longue, quasiment 300 km, et la difficulté principale, bien sûr, de ce monument, c'est la distance. Bon, le principe est simple. Comme l'indique son nom, on part de Milan, on arrive à San Remo. Sur la première moitié, on rejoint le bord de On part mer. de Et Pavie, hein, maintenant oui, effectivement. aujourd'hui, mais c'est pour ça. Mais historiquement, on part de Ça a Milan. Mais évolué, voilà. mais voilà, c'est comme on en reparlera tout à l'heure pour Paris-Roubaix. Euh, donc ensuite, la deuxième partie de la course, on longe le bord de mer jusqu'à San Remo. Voilà, au début, c'était simple, hein, la difficulté, c'était le Passo del Turchino, qui était à peu près à la mi-course, qui est loin d'être un col des plus exigeants, mais ça suffisait à faire la différence entre pas mal de coureurs. Et ensuite, eh ben, il y a eu des difficultés petit à petit qui sont venus s'insérer là-dedans, hein, pour s'adapter aussi à l'évolution du cyclisme. En 1960, on a rajouté le Poggio, dont le sommet est à 4-5 km de l'arrivée. 1982, la Cipressa a été ajoutée. Et alors ensuite, pour rendre le parcours encore plus dur, à la fin des années 2000, de 2008 à 2014, on a ajouté la Mani, qui était un col, enfin une côte assez raide et longue avant les Capis, donc assez loin de l'arrivée quand même. Et en 2014, les organisateurs ont même voulu ajouter la Pompeiana, donc c'était 5 km avec des passages à 13% entre la Cipressa et le Poggio, mais ça a été annulé quelques semaines, quelques mois avant, parce qu'il y avait eu des glissements de terrain, et finalement, à partir de 2015, les organisateurs ont décidé de revenir au parcours qui était avant 2008, donc avec uniquement la Cipressa et le Poggio, pour aller sur quelque chose de plus traditionnel, et pour garder aussi, arrêter de le faire évoluer un petit peu tout le temps, et je crois que les organisateurs sont attachés maintenant à ce que le parcours reste le même. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, pas mal de changements dans l'histoire de Milan-San Remo, mais malgré tout, un final assez stable, puisque ça n'a pas bougé depuis pas mal de temps. Donc, ouais, on se souvient des années qui ont particulièrement marqué avec la Manie et cette édition 2011 notamment, où ça avait complètement explosé, il me semble, dans la descente. Je me souviens de Scarponi qui tape un gros sprint là dans la Cipressa pour revenir sur le groupe de tête. Donc, ouais. Euh, c'est pas le monument en tout cas qui bouge le plus. Moi, je l'aime beaucoup comme ça, avec ce final le plus indécis. Donc, ouais, parmi tous ceux qu'on va voir, Milan-San Remo, c'est clairement celui qui. C'est peut-être avec Paris-Roubaix, effectivement, Paris-Roubaix surtout, celui sur lequel je trouve qu'on a les bases les plus solides et le plus de repères. Ouais, c'est Nico, tu dirais que c'est une recette qui fonctionne, du coup, toi aussi?
on va aussi enlever le prisme des dernières années, parce que les dernières années, ça fonctionne parce qu'il y a des coureurs comme Mathieu Van Der Poel et surtout Tadej Pogacar qui font des numéros exceptionnels. Mais il faut pas oublier que Milan-San Remo, ça reste un profil quand même assez particulier, assez typé. Et moi, j'ai un problème. Alors, tout le début, l'historique, la longue, garder les 300 km, partir de Pavie, j'ai aucun souci avec ça. Passer sur le Passo del Turquino, c'est très bien. Enfin, longer le bord de mer, il y a des images incroyables. C'est vraiment, j'adore cette course. Enfin, elle est très bien. J'ai un problème cependant, c'est en général la longueur de plat entre la Cipressa et le Poggio. Et je trouve que l'idée qui avait été imaginée de la Pompeiana entre les deux, donc qui est située, une montée qui est située entre les deux, qui est d'une difficulté, on va dire, à peu près similaire à la Cipressa, hein, voilà, pour vous donner des idées. Adrien, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais la Pompeiana, en termes de, c'est un peu plus difficile que le Peut-être un Poggio. peu plus dur quand même, mais il y a Ouais, peut-être Ça un c'est plus reste, gros plus dur, hein. pourcentage par endroit, hein, quand même. Oui, il y a un passage, notamment après le milieu de la montée, juste avant le sommet, après Chiesa, où effectivement il y a une partie un peu plus difficile. Et moi, je trouve qu'avec les coureurs qu'on a actuellement et le niveau de préparation, le niveau de watts qui sont capables d'augmenter, et puis surtout les coureurs qu'on a, je trouverais intéressant d'avoir un enchaînement de trois petits monts à la fin de trois petites montées. On a vu ce que ça donnait avec la Cipressa. Si on a une montée comme ça, pour un coureur comme Pogacar, tu vas me dire que c'est du pain béni, mais ça permet aussi à d'autres types de coureurs de pouvoir s'exprimer, peut-être plus puncher ou comme ça, parce que de toute façon, on a vu qu'avec les coureurs qu'on a actuellement et quand on fait PC pour le Peugeot, c'est compliqué pour les sprinteurs, à moins qu'il y ait un regroupement dans la plaine. Moi, j'aime bien l'idée, mais après, voilà, c'est d'avoir un parcours qui puisse convenir à beaucoup de coureurs. Aujourd'hui, des sprinteurs parce que c'est une course initialement, c'est une classique qui est faite pour les sprinteurs. Mais aujourd'hui, il y a très peu, contrairement à il y a 15, 20 ans, ou voire encore plus longtemps, il y a très peu de sprinteurs qui sont juste des purs sprinteurs. Il y en a encore un ou deux qui traînent et qui n'arrivent vraiment pas à passer un mont. Mais la plupart des bons sprinteurs qu'on a aujourd'hui sont capables de passer, pas forcément avec les meilleurs, mais sont capables d'être compétitifs sur des montées, on va dire, type Poggio ou Cipressa. Je dis pas qu'ils sont au niveau des Pogacar ou des Van Der Poel, évidemment, parce que personne n'est au niveau de Pogacar et Van Der Poel sur ces montées-là, hein. C'est des coureurs exceptionnels. On en aura peut-être que un ou deux par génération, donc ça ne passera pas forcément chaque année. Mais des Jasper Philipsen, des Jonathan Milan, des Michael Matthews, des coureurs comme ça passent très bien et finissent souvent dans les meilleurs groupes, dans les meilleures places. Malgré des difficultés. Je trouverais intéressant pour le rythme de la course, parce que souvent, il se passe des choses dans la Cipressa. Est-ce que s'attaquer? Il a fallu une édition exceptionnelle de Tadej Pogacar, avec l'attaque de Tadej Pogacar cette année, pour qu'on ait cette suite. Sinon, on doit en général soit attendre le Poggio, soit attendre le sprint. Moi, j'aime bien l'idée, de temps en temps, pas forcément chaque année, mais d'avoir une ou deux années où, si c'est en état, si les conditions le permettent, avoir cette montée de la Pompeiana de temps en temps qui est au programme. Pas chaque année, mais de temps en temps, sachant que ça ne change pas grand-chose au parcours, puisque au lieu d'aller tout plat, ils font de nouveau un petit capi, entre guillemets. Non, mais ça fait un à la énorme fin. changement, hein. Tu dis que ça. Enfin, désolé, Adri, j'enchaîne, Ah, vas-y, mais vas-y. je suis pas du tout d'accord. Non, non, Je mais sais que tu n'avais pas été l'in- d'accord. Je l'in- sais. l'intérêt d'une course comme Milan-San Remo, c'est justement de voir la diversité de profils qu'on peut avoir s'imposer. Et effectivement, sur toute une partie du 21e siècle, c'était une course type petit sprinter. Euh, Malgré tout, il y a quand même des punchers qui ont réussi à s'imposer. Il y a quand même, j'ai quand même des souvenirs d'éditions où il y a quand même eu pas mal de mouvements. On a quand même eu des magnifiques éditions de Milan-San Remo. C'était vraiment dans les années 2000, hein, qu'il y avait quand même une grosse procession, etc. Mais même dans ces années 2010, alors certes, il y a beaucoup de sprinters qui se sont imposés, mais il y a quand même toujours eu du mouvement. On a quand même des monuments qui sont... Il y a 5 monuments. Les 15 autres monuments, c'est vraiment des courses difficiles pour hommes forts. Je trouve qu'on est en train de supprimer au fur et à mesure la place des sprinters dans le peloton. Alors certes, ils ont quand même encore certaines courses, etc. Mais je trouve qu'on a cette tendance actuellement à rendre les courses de plus en plus difficiles. Milan-San Remo, c'est une course qui est difficile de par sa longueur. Mine de rien, 300 km, c'est même pour des pros de ce niveau-là, c'est pas négligeable. Aux vitesses à laquelle roule le peloton aujourd'hui, ça reste une course encore plus difficile. Et on le voit bien, l'année dernière, Philipsen y gagne, mais ils sont 10 dans le final. Philipsen, il a surtout eu le mérite d'être plus qu'un sprinter et de s'accrocher. Donc on voit bien maintenant que de plus en plus
comment dire, ça se referme, mais c'est un peu la même typologie de coureur qui est devant. Cette année, ça part alors qu'il y a juste la Cipressa et le Poggio. Qu'est-ce qui serait passé s'il y avait la Pompeiana en plus? Bah, probablement que Tadej Pogacar se serait envolé. Donc, on a déjà Liège-Bastogne-Liège, puis on a déjà le Tour des Flandres ou le Tour de Lombardie pour des batailles entre ces coureurs-là. Moi, je suis content d'avoir cette classique très très ouverte et de me dire au début de cette classique, je sais pas ce qui va se passer. Peut-être que les punchers ils vont réussir, peut-être ça va partir de loin, peut-être je sais pas. Dans tous les cas, je sais que moi je ressens cette tension des 30 km de la Cipressa. Et certes, cette année c'était exceptionnel, mais dans tous les cas, j'aurais eu les poils, même si ça avait fini dans une autre configuration et que ça avait simplement vissé dans la Cipressa pour attaquer dans le Poggio. Et en plus de ça, on voit bien ces dernières années que le cyclisme a changé, qu'il y a des velléités offensives quoi qu'il en soit, donc personne n'attendra pas jusqu'au bout. Donc, ouais, non, franchement, rajouter une difficulté. Imaginons qu'on ait toujours ce Milan-San Remo avec la manie. Je peux vous dire que eux, ils viseraient très très fort et que derrière, tes bons sprinteurs, mais pas non plus grimpeurs, tes chances de gagner, elles sont zéro. La Pompeiana, tu le rajoutes, même si c'est pas difficile, on voit bien qu'une Cipressa qui fait quoi, 5 km à même pas 5%, mais ça suffit pour faire exploser la course. Donc, euh, moi, je suis vraiment pas. Enfin, j'aime ce monument parce qu'il génère de l'indécision, parce que tout le monde peut à peu près le gagner, enfin, en tout cas, une bonne partie des prétendants à la victoire. Donc, j'ai vraiment pas trop. S'il y a un monument auquel j'ai pas trop envie de toucher, moi, c'est celui-là. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, Titien. Je trouve que justement l'intérêt de Milan-San Remo, c'est que ça, en fait, rajouter encore une difficulté, ça refermerait encore la liste des potentiels vainqueurs. Et pour le coup, c'est dommage, surtout qu'on voit quand même, hein, sur les dernières années, en tout cas là dans le cyclisme d'aujourd'hui, que bah, c'est quand même très souvent les mêmes qui gagnent les grosses courses. Et Milan-San Remo, bah, ça avait encore, en tout cas, il y a Van Der Poel qui l'a certes gagné 2 fois en 3 ans, mais sinon après, tu as, je crois depuis 10-15 ans, que des vainqueurs différents. Donc c'est un petit peu la loterie. Il faut avoir la réussite et sentir le truc, du moins quand le peloton se présente au groupé au pied du Poggio, pas comme cette année. Mais pour le coup, moi, c'est vraiment le monument que je veux plus du tout voir bouger. Je suis un peu comme les organisateurs là. Elle a vraiment une identité propre cette course, et je trouverais ça dommage de venir remodifier. En fait, on a un peu l'impression qu'ils ont essayé pendant 10 ans, ils ont essayé de faire un petit peu des modifications. Et au final, ils se sont dit, bah en fait, finalement, c'était peut-être mieux comme ça. Quand on regarde un petit peu dans l'histoire, l'ajout du Poggio et de la Cipressa, c'est venu répondre à un moment à des bah, en fait, c'est un peu l'évolution du cyclisme qui imposait de rajouter ces difficultés. Et finalement, à l'heure actuelle, bah, ça fonctionne bien comme ça, je trouve. Donc, ce serait, Ou voilà. alors, En tout cas, là, pour le coup, je serais pas catégorique sur tous les monuments, mais pour moi, celui-là, ce parcours, il doit plus bouger du tout. on enlève la Cipressa et on met le Pompeiana. Comme ça, il y a moins. On laisse que deux difficultés, mais il y a moins de kilomètres. En fait, dans l'absolu, on est bien d'accord que là, je joue un rôle et j'essaye, parce que sinon, on se met tous d'accord, on dit, bon, bah, ce monument est parfait, on le touche plus jamais, et puis c'est terminé, parce qu'on est tous d'accord. Mais j'essaie de me mettre dans une optique, on va dire, de adverse, de contre, voilà, de chercher des contre-arguments. Et je me dis que s'il y avait un point sur lequel chipoter, mais vraiment très jeune, c'est pas tellement la difficulté. Je suis d'accord que c'est bien qu'il y ait différents types de coureurs et que si on veut des courses difficiles, des classiques difficiles, ben, on va faire le Tour de Lombardie, on va faire Liège. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et puis bien, sinon le débat il est réglé en 5 minutes. Mais je me dis que s'il y avait peut-être un point sur lequel chipoter sur toute la course, c'était la longueur du nombre de kilomètres entre le sommet de la Cipressa et le pied du Poggio. Dans le sens où je trouve bien qu'il n'y ait pas trop de difficultés, donc ça ferait que c'est un peu beaucoup, mais faudrait qu'il y ait éventuellement que peut-être que 2, 3, 4 kilomètres de plat entre le bas de la descente de l'avant-dernier capi
et la montée traditionnelle du Poggio, que ça, évidemment, personne, on va pas toucher, on va pas rien changer, hein. Le Poggio, c'est tellement mythique que c'est imbougeable. Mais voilà, et l'avantage, le seul avantage, entre guillemets, du Pompeiana, qui est une montée, on va dire, au niveau à peu près, c'est peut-être un poil plus dur, mais ça reste dans la catégorie type Cipressa en termes de longueur et de pourcentage, malgré des parties peut-être un peu plus difficiles. Mais enfin, ça reste dans cette catégorie-là, c'est un peu plus dur que le Poggio, je suis d'accord. L'avantage, c'est qu'il y a un petit peu moins de kilomètres entre le bas de la descente et le pied du Poggio. Mais sinon, ben oui, moi je me mets dans une posture, on va dire, argumentative, parce que on l'a vu, on le voit depuis des années maintenant, ce monument a un tracé qui est absolument parfait et mythique et qui est difficile à faire bouger. Titien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on passe en Belgique? Non, non, ne changeons pas Milan-San Remo. C'était une course dont je me foutais royalement quand j'étais petit, j'avoue, et que maintenant, limite, c'est quasi le monument où je suis le plus impatient au départ. Donc voilà, j'adore Milan-San Remo. Très bien. Eh ben, on va passer alors maintenant au Tour des Flandres, voir un petit peu ce que vous pensez du Tour des Flandres. Ça m'intéresse. Donc, création en 1913. Beaucoup d'évolution du parcours à travers l'histoire. C'est toujours resté à la fois en Flandre orientale et en Flandre occidentale. Dans les 30 premières années, on partait de Gand et on arrivait à Gand. Et on allait faire une boucle et tourner en Flandre. On a même, entre les années 40, 50, 60, il y avait plusieurs éditions qui longeaient la côte. On était en bord de mer sur le Tour des Flandres. Et après, en 1973, donc là, il y a une évolution. C'est la première fois que l'arrivée se fait en dehors des environs de Gand, à Merbeke, exactement. Et là, c'est la fin du parcours en boucle et c'est aussi un lieu d'arrivée qui est beaucoup plus proche de la région des monts. C'est ce qui permet du coup de mettre à l'honneur l'enchaînement mythique Mur de Grammont-Bosberg dans le final du Tour des Flandres, qui durera ce final, en tout cas, ce final durera jusqu'en 2011 avec, on s'en souvient, la deuxième place de Sylvain Chavanel, bien évidemment. Et après, grand changement en 2012 avec un parcours qui est totalement chamboulé, avec une arrivée à Oudenaarde et un nouvel enchaînement dans le final, Vieux-Quarmont-Paterberg. La particularité aussi, c'est qu'on fait 2 fois cet enchaînement dans la course et on passe même 3 fois sur le vieux Quarmont. Alors ce changement en 2012 a aussi lieu en même temps, et c'est pas un hasard parce que Flanders Classics reprend l'organisation du Tour des Flandres et il y a un truc hyper intéressant au niveau business à faire également, notamment poser des gros stands VIP sur le vieux Quarmont et pour voir passer plusieurs fois les coureurs, ce qui est aussi très cool pour les spectateurs qui ne sont pas VIP. C'est un changement qui a fait énormément de débats parce que le parcours précédent, il était quand même bien installé, hein. Je crois qu'on l'a eu pendant, c'est ça, 50 ans. Et finalement, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, messieurs. J'ai l'impression que ce nouveau parcours, il s'est quand même bien installé et je sais pas vraiment si on ferait marche arrière à l'heure actuelle. Non, je pense qu'on n'est pas prêt de faire marche arrière. Faut savoir qu'on l'a quand même changé parce que ça rapporte beaucoup d'argent à la course parce que maintenant on tournicote sur nous-mêmes et en fait on peut créer un peu des zones où les spectateurs passent la journée, où il y a des stands, où ils mangent, où ils boivent, etc. On crée des vraies fan zones avec ce parcours qui tournicote sur lui-même. Les spectateurs peuvent voir 2, 3, 4 fois, 4 passages différents la course. Donc non, je pense qu'économiquement ça ne bougera plus. Et puis en fait, juste d'un point de vue spectacle, je trouve que c'est beaucoup mieux. On a vraiment un Tour de Flandre qui est devenu, et c'était pas forcément le cas avant, pour moi, la course la plus dure du calendrier, de par cet enchaînement de monts là, à partir de 50 km de l'arrivée et ce deuxième passage du Vieux Quarmont jusqu'à l'arrivée, carrément jusqu'au dernier passage du Paterberg à 15 km de l'arrivée. Ça ne s'arrête plus, on ne fait que tournicoter, d'enchaîner les monts
pavés, non pavés, les petits secteurs pavés, etc. C'est vraiment un parcours sans pitié pour les coureurs. Et c'est pour ça qu'on a des éditions qui se décantent d'aussi loin. Moi, dans les années, début des années 2000, j'étais moins fan du Tour des Flandres. En fait, il y avait un enchaînement de difficultés. On se souvient du vieux Quarmont qui était à 150 km de l'arrivée, hein. Il me semble que c'était quand même très très loin. Et puis on avait ces difficultés, un enchaînement de difficultés à 50 km de l'arrivée. Et puis il y avait quand même un gros temps mort d'une quinzaine de kilomètres jusqu'au pied du mur de Grammont, hein, qui était certes le mythe du Tour des Flandres. Mais finalement, il y avait ce gros temps mort et il y avait l'enchaînement qu'on a aujourd'hui sur le Newsblad du vieux Quarmont et du Bosberg. Je trouve que c'était quand même une course moins sélective. Alors peut-être plus ouverte à l'époque parce que moins difficile et aujourd'hui la course comme on dit c'est le plus fort qui gagne, mais pour autant je trouve que là la ferveur, même si on n'a plus le mur de Grammont, la ferveur qu'on a sur ce parcours c'est vraiment la grosse kermesse, c'est la folie, hein, en Belgique, c'est l'événement, c'est cette difficulté, ce concentré de monts pavés, enfin c'est juste incroyable avec ce parcours depuis 2012 donc pour le coup, celui-là, ils ont bien fait de le changer. Je trouve qu'il s'est bien installé. Et voilà, pour des raisons sportives, économiques, je pense qu'il faut pas trop y toucher, sauf si un jour il y a des débordements et des choses qui ne vont plus. Mais c'est un spectacle magnifique, sûrement un des plus gros spectacles de l'année. Donc, je sais pas ce que t'en penses, Nico, mais moi, je ne toucherai pas à ce nouveau parcours du Tour des Flandres. Je suis assez d'accord dans le sens où la course, elle est top. Et de nouveau, il faut voir les coureurs qu'il y a, hein. On se dit souvent, on peut dessiner n'importe quel parcours, c'est les coureurs qui font la course. Moi, il y a quand même une chose qui me dérange sur ce parcours, et c'est pas du tout ce que tu as dit, c'est le premier truc qui m'a changé. J'aimais bien, même si, voilà, j'aimais bien l'arrivée en ville. Oudenarde. J'aimais bien cette arrivée avec le petit virage en haut de la rue et puis l'arrivée en ville et le fait de l'avoir déplacé dans la zone industrielle avec cette immonde ligne droite de 2 kilomètres en zone industrielle. S'il y avait un truc, alors au niveau de l'enchaînement, vieux Quarmont, machin, pour toutes les raisons que Titien a expliquées, on va pas le refaire. Au niveau sportif, au niveau économique, au niveau ferveur, au niveau voilà, même social. Oui, bah, très bien, on va le garder, ça fonctionne très bien. Bon, tant pis pour le mur de Grammont, mais le mur de Grammont est un petit peu plus loin, donc ça demanderait un petit détour pour aller le chercher. Ça rajouterait, on enlèverait. C'est-à-dire qu'il faudrait enlever un passage du vieux Quarmont et du Paterberg pour que ça rentre dans le nombre de kilomètres, et ça, c'est pas voulu par les organisateurs. Donc, effectivement, moi j'adorais le mur de Grammont, mais niveau géographique, c'est pas idéal. On l'a eu excuse-moi de te couper, on l'a eu à 100 bornes de l'arrivée à un moment, Oui, l'année où oui, Gilbert gagne, par exemple. oui, mais à 100 bornes de Mais là, l'arrivée, quoi. plus quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, c'est pas pareil, hein, Euh, c'est sûr. Moi j'adore le mur de Grammont, mais si c'est à 100 bornes de l'arrivée, bon bah ça sert pour des contre-attaquants ou si tu veux durcir la course, mais ça sert pas pour les leaders. C'est trop loin, malgré les fous furieux qu'on a en ce moment. 100 km, faut quand même pas déconner. Mais pour que ce soit, on va dire, à 70, 60, 50, 40 km de l'arrivée, il faudrait faire des grosses modifications et c'est pas prévu au programme. Non, moi c'est vraiment l'air d'arriver. Il faut trouver quelque chose parce que, alors oui, c'est bien pratique, hein. Là, il y a une grande ligne droite. Alors pour les télévisions, pour les caméras, les assistants course, les voitures des directeurs sportifs, tout ça, c'est voilà, c'est les caméras fixes, c'est très pratique, hein, c'est quasiment une arrivée sur un circuit. Mais moi, je trouve ça ultra moche et ultra dommage. Je préférerais avoir comme d'autres classiques qui ont une arrivée un peu mythique. On parlera après du Paris-Roubaix, évidemment, à Milan-San Remo sur la grande avenue vers le centre-ville. Je parle même pas évidemment du Tour de Lombardie dans la ville de Côme ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est un peu impersonnel et ça fait un peu voilà, c'est un peu dommage cette ère d'arrivée, on va dire. Si on pouvait trouver une autre variante ou quelque chose pour, je serais preneur. Après, j'imagine qu'au niveau logistique, c'est tellement pratique que ça changera pas non plus. Mais moi, je trouve ça un peu dommage. Ouais, puis effectivement, si tu veux arriver plus loin dans la ville, ça rajoute des bornes et je trouve que le morceau de plat après le Paterberg est déjà assez long et interminable comme ça. Hyper long, hein.
Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord avec tous les deux. Hein, ce que vous avez dit, je trouve ça très juste. Mais ouais, c'est arrivé. Moi aussi, je suis un peu nostalgique de l'arrivée précédente que j'aimais beaucoup. Et tu voyais à 3 bornes, les coureurs, ils rentraient dans la ville et puis ça commençait à se regarder. Et puis ce virage dont tu as parlé à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Voilà, là, je pense que de toute façon, l'idée, c'était d'arriver à Audenarde parce qu'ils ont dû sortir le chéquier. Et après, je préfère encore ça parce que d'un point de vue sportif, si tu arrives en ville, en fait, il y a 20 bornes de plat et puis du coup, c'est un peu dommage pour la fin de course, surtout vu ce qu'il y a eu avant. Euh, mais ouais, c'est sûr que en fait, on a un peu l'impression qu'on arrive même au milieu de la plaine, quoi. Totalement, t'arrives au milieu de la zone industrielle, au milieu de nulle C'est part. ça, Enfin, bon. on voit pas qu'on est, enfin, on n'est pas dans une ville du coup, et, euh, et Après, la ouais, plus c'est belle toujours. arrivée, Adrien, la plus belle arrivée de classique, mais ça c'est mon avis. Mais pour moi, la plus belle arrivée, c'est à la Piazza del Campo à Sienne, à la fin des Strade Bianche. Ah Oh là là là, là. ils sont. Elle est Ouais. extraordinaire cette arrivée en termes Ah d'image. bah, Pour moi, c'est la plus belle. Hein. Avec la montée de l'avenue dans les petites rues et puis l'arrivée sur la place avec la Ouais. mini descente. Voilà, Le, elle est intouchable. C'est le dommage vélo, de le vélodrome pas est pas mal sur- aussi. Hein. Oui, voilà, mais moi je savais que les hmm. gens allaient dire le Vélodrome, mais pour moi, ce sera celle de Sienne. Après, Ouais, si on doit choisir sur un monument, sur un des 5 monuments, effectivement, le Vélodrome de Roubaix, c'est pas mal. ouais, puis après enfin, c'est bien justement, je trouve ça chouette quand des courses de cette importance-là dans le calendrier ont une identité dans le lieu d'arrivée. Enfin, tu les as un petit peu cités, on parlera des autres après, et puis de Liège-Bastogne-Liège aussi, parce que là, l'arrivée a changé ces dernières années. Ah Mais, oui. euh, mais ouais, Paris-Roubaix, c'est le vélodrome, quoi. Et c'est vraiment une identité. Et là, il manque encore un petit truc à ce Tour des Flandres, cette immense ligne droite où tu vois les 15 groupes qui se poursuivent là sur la même caméra. Euh, Au début, je trouve, enfin, ouais, maintenant, au final, on y est habitué, mais effectivement, il manque un côté, enfin voilà, identitaire, alors que t'as une réelle identité dans cette course avec les bons franchis et toutes les routes empruntées. Donc, ouais, là-dessus, c'est un petit peu dommage, mais je sais pas vraiment comment ils pourraient faire sans toucher aux sportifs, quoi. Ce serait arrivé plus tôt, arrivé à un endroit plus près du Paterberg. Oui, ouais. C'est Sinon, compliqué. mais si c'est pas à la Compliqué, commune j'imagine. d'Audenarde, peut-être que tu Ah vois, non. après il y a des enjeux comme ça. C'est ça. Euh, alors, du coup, ce Tour des Flandres, on le garde comme ça, c'est ça? Ah bah si vous voulez changer l'arrivée, je suis pas contre. Après moi j'ai visuellement, mine de rien, ce que tu vois, c'est que t'as cette longue ligne droite. J'ai bien aimé cette vision de Madouas et Van Barle qui est rentré en 2022. Là, tu te dis mais ils vont rentrer les cons, mais qu'est-ce qu'ils foutent, etc. Ouais, pas la... On peut changer l'arrivée si vous voulez, mais si c'est le prix à payer pour le parcours qu'on a aujourd'hui, moi je préfère qu'on laisse comme ça. Voilà. Très bien, très bien. Et ben passons, on va faire un bond d'une semaine et puis on va aller à Paris-Roubaix, là, bah voilà, l'enfer du Nord créé en 1896. Alors au niveau du parcours, il y avait ce qu'on appelle l'ancien parcours, le premier parcours qui a duré jusqu'en 1965, où on avait surtout quelques côtes qui étaient les principales difficultés de la première partie de course, puis des secteurs pavés sur la fin du parcours. Et après, eh ben, on le sait tous, la disparition progressive des pavés après la Seconde Guerre mondiale. Euh, C'était de plus en plus compliqué pour les organisateurs de trouver des secteurs et il y a eu un nouveau parcours à partir de l'année 1966 avec là un déplacement du lieu de départ, donc qui n'était plus à Paris, mais on est parti de Chantilly puis de Compiègne depuis 1977 et bah, c'est l'arrivée dans les années qui suivent vers avec la trouée d'Arenberg qui est arrivée en 1968, Mont-Saint-Pével 78 et le Carrefour de l'Arbre en 80. Et voilà, alors depuis, il y a toujours quelques secteurs
qui font leur apparition, d'autres qui s'enlèvent, mais on reste toujours sur une dose de 50 km de pavé dans les 150 derniers kilomètres de la course. Et, euh, et en fait, et puis bien sûr, cette arrivée mythique au Vélodrome de Roubaix, on vient d'en parler un petit peu. Cette course, moi je trouve qu'elle arrive à chaque fois il y a des petites modifications par-ci par-là, mais il y a une déjà réelle identité avec les secteurs pavés et euh, et en fait il y a un enchaînement qui maintenant est bien rodé, est bien en place et euh, et pour le coup celle-là je la trouve vraiment bien huilée. Oui, je pense pas qu'il faille toucher. En fait, là où je suis OK pour qu'on fasse des modifs sur Roubaix, c'est évidemment si pour la dangerosité de la course, faut bien vérifier chaque année que les secteurs pavés sont praticables, qu'il n'y a pas de section dangereuse pour les coureurs, etc. Mais ce sera des modifications qui se feront à la marge. Pareil, modification de l'entrée de la Trouée d'Arambert. Bah oui, on se souvient tous, c'est quand même assez mythique cette entrée du peloton à 50 à l'heure. J'ai des souvenirs de Bonnen, de Cancellara qui débarquent, ou de Van Avermaet, Sagan qui débarquent comme des bombes là dans la Trouée d'Arambert. Il faut aussi s'adapter au cyclisme moderne. On va de plus en plus vite, c'est de plus en plus dangereux. On a un peloton qui est de plus en plus nerveux. Voilà. Si c'est des modifications qui sont prises au nom de la sécurité et qui dénaturent pas la course comme ça a été fait ces dernières années sur Paris-Roubaix, bah évidemment qu'il faut les faire. Après, l'essence de la course, elle ne change pas et je pense pas qu'il faille changer quoi que ce soit à Paris-Roubaix. Et on pourrait se dire, on peut pas aller chercher un dénivelé en début de course, des choses comme ça, mais non, la course, elle se suffit elle-même, elle est imprévisible, elle récompense forcément des hommes forts, donc non, je pense pas qu'il faille toucher. Le dernier gros secteur pavé, il bloque pas la course puisqu'il est mine de rien encore à plus de 15 km de l'arrivée. Donc cette arrivée au Vélodrome, bah on va pas la déplacer. Elle est quand même mythique, ce vieux Vélodrome, tout ça. Il y a tous les ingrédients d'une bonne course et d'une course légendaire de vélo pour Paris-Roubaix actuellement. Donc non, voilà. Sur une course comme ça, il faut évidemment prendre les dispositions qu'il faut pour garantir la sécurité des coureurs, mais sur le parcours en lui-même, je sais pas ce que t'en penses, Nico, mais on est proche de la perfection. C'est la classique de. On a parlé de Milan-San Remo qui peut un peu jouer dans cette catégorie-là. Mais pour moi, parce que vraiment, ils ont. Mais c'est, comme l'a dit Adrien, c'était assez récent sur Milan-San Remo, alors que sur Paris-Roubaix, ça fait quand même un moment que c'est installé depuis plusieurs décennies. C'est la classique qui a l'identité la plus forte, la plus déterminée, inscrite dans le patrimoine du cyclisme. Depuis encore plus longtemps. On a vu le Tour des Flandres, il y a eu une modification récente qui a bien fonctionné, hein, mais c'était assez récent. Donc, c'est les monts pavés, mais il y a eu beaucoup de changements. On parlera après des autres monuments. Il y aura aussi. C'est vraiment celle qui a la plus forte identité. Qu'il faut évidemment pas changer. Moi, la seule chose, évidemment, l'arrivée au Vélodrome de Roubaix, c'est intouchable. Il y a une chose peut-être que moi je regrette parce que moi j'adore les secteurs pavés. Pour une course comme Paris-Roubaix qui est vraiment typée pavé, je ne parle pas d'une étape, d'une course par étape qui aurait tout d'un coup une étape où où on met des secteurs pavés. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut le mettre avec parcimonie parce qu'il y a tous les types de coureurs. Quand on vient sur Paris-Roubaix, on sait à quoi on s'attend. Et je trouve un peu léger, alors je sais que je pinaille, hein, mais je pinaille toujours. Je trouve un peu léger les 50 km de pavé sur les 150 derniers kilomètres. C'est très bien, il y a des secteurs mythiques, il faut évidemment les garder, Arambert, le Carrefour de l'Arbre, Mont-Saint-Pével, etc. Vous les connaissez. Je trouve dommage. J'en aurais mis un tout petit peu plus, mais pas énorme, hein, peut-être 5-10 km de secteur pavé en plus. Des fois, je trouve, à certains moments de la course, je parle pas de la fin, hein. La fin, c'est très bien, Carrefour de l'Arbre, puis après, direction Roubaix, etc. Et entre le Carrefour de l'Arbre et la Trouée d'Arambert, ou peut-être même des fois avant, il y a certains moments où il y a un peu trop de coups de mou, de relâchement, parce qu'on est sur de l'asphalte. Bien sûr il faut alterner pavé, asphalte, pavé, asphalte, pavé, asphalte. Et quand il y a des malades, comme dans le bon sens du terme, hein, moi c'est des coureurs que j'adore, donc prenez pas ça au pied de la lettre, c'est affectif. Mais quand il y a des fous furieux comme Pogacar ou Van Der Poel qui font des courses de fous, ben, ça crée des gros écarts, la grosse difficulté. Mais on a vu des éditions dans lesquelles des fois ben, on arrive avec des gros groupes.
Et Paris-Roubaix, c'est vraiment l'identité des pavés des secteurs. Et je suis tout à fait d'accord avec Titien, quand un secteur n'est pas praticable, ou alors il faut savoir l'aménager ou le mettre de côté. Des fois, je me dis que ce serait bien d'avoir un peu moins de temps mort entre les secteurs pavés. Mais c'est vraiment pour pinailler, hein, on est bien d'accord. Sinon, au niveau de l'identité, on est sur du 9,5 sur 10, hein. Vraiment, je pinaille, pinaille. Mais il faut savoir pinailler parfois. Après, c'est vrai que moi, je trouve que ça permet aussi ces temps morts d'avoir des côtés, des attaques tactiques qui peuvent et des coups qui peuvent partir avec des coureurs qui se sentent un peu moins forts, qui anticipent et on a vu pas mal de fois je me souviens à Sagan une année, je crois que c'est oui quand il gagne Paris-Roubaix, donc si ma mémoire est bonne, c'est 2018 ou 17, Oui, non 2018. 2018, où il attaque sur un moment de flottement comme ça un petit peu entre les secteurs pavés où ça se regarde et moi j'aime quand même bien que dans les courses et dans les courses d'un jour notamment, il y ait toujours ces moments un petit peu qui se créent où des groupes se rejoignent, il y a les moments de flottement et où il faut que les coureurs prennent très rapidement la bonne décision. Et et j'ai peur souvent, mais même d'une manière générale, c'est pas propre à Paris-Roubaix, que quand on rajoute des difficultés et des difficultés, on casse un petit peu ça parce que forcément c'est le plus fort et le plus costaud qui va gagner. Et, euh, et moi j'aime bien l'idée que il y a des passages très durs dans la course, il faut s'accrocher, il y a un enchaînement Valers, la trouée d'Arenberg, et puis après tu as des moments de flottement où qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là on fait un état des lieux, j'ai des équipiers, je roule pas, et je trouve que ça, si on met trop de difficultés tout le temps, t'es plus dans ces choix tactiques à faire et t'as un peu que à appuyer sur les pédales le plus fort possible. Donc, moi, je trouve qu'il est quand même assez dur. Puis bon, après, là, on est un peu biaisé par les phénomènes qu'il y a actuellement sur les courses. Et, Oui, bien sûr. et tous les trois, on le sait parce que ça fait très longtemps qu'on regarde des courses de vélo. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et c'est ça qui est pas évident aussi à doser parce que là, moi, aujourd'hui, je dis, oui, ça correspond très bien, mais peut-être qu'à un moment où il y aura pas de phénomènes comme ça qui seront au-dessus de la mêlée, pendant 10 ans, ça va être des éditions un petit peu molles, où il y a trop de moments de flottement, où il y a rien qui se passe, et là, peut-être que mon discours changera. Mais ce que je trouve intéressant avec Paris-Roubaix, c'est que il y a toujours deux, trois petits. Enfin, ils peuvent, dans tous les cas, ils pourront adapter leur course sans vraiment bousculer l'identité et bousculer aussi le. Enfin, pas le scénario aussi, parce que le but, c'est de faire évoluer le scénario. Mais disons que si à un moment, pour combler un moment où il y a trop de portions asphaltées, ils décident de mettre un ou deux secteurs pavés en plus à 60 km de l'arrivée, je dis n'importe quoi, c'est pas le même bouleversement que si Milan-San Remo se dit allez, on va remettre la Magny et la Pompeiana pour corser le truc. Donc c'est là où moi je trouve que Paris-Roubaix a cet avantage-là aussi. Oui, bien sûr. Tout à fait, rien à dire. Très bien. Eh bien, messieurs, passons à Liège-Bastogne-Liège, le monument de fin avril. Ah, On il y est a dans des la choses à semaine dire là. actuellement. Là, puis Ah, ça a commencé là, à il y en a fâcher eu là de mon côté, hein. quelques changements. Euh, on enregistre dans la semaine avant Liège-Bastogne-Liège 2025, donc voilà, en plus on a la tête à ça. Création en 1892, Liège-Bastogne-Liège, c'est assez simple. On part de Liège, on va à Bastogne. Là, on fait à peu près 100 km de plat, et ensuite 80. 80, c'est très on... très court, hein. C'est Ah oui, 80 même km. 80, ouais. Ok. Liège-Bastogne, ils prennent vraiment les routes les plus directes. Ils Donc font une petite c'est... côte, hein. Une petite côte en général, hein. Moi, je le connais bien ce parcours. Ils font la côte de Saint-Roch en général pour arriver sur Bastogne, qui est un peu dans une plaine. Et puis à partir de Bastogne, ils commencent la partie retour. Mais si on prend le parcours de cette année là, qui arrive ce week-end, Bastogne est situé après 83 km de course. Donc, Donc effectivement, c'est moins que 100. il en reste 170 sur le retour. Donc c'est vraiment, Voilà. ils font vraiment du double. C'est vraiment un tiers de la course jusqu'à Bastogne, puis après deux tiers pour revenir à Liège.
Et donc là, c'est loin d'être direct parce que c'est très accidenté et on va chercher de nombreuses ascensions dont on aura l'occasion d'en reparler. Alors, il y a eu pas mal de changements sur les dernières années, notamment sur le lieu d'arrivée. Alors, on arrivait à Liège jusqu'en 1991. Alors, l'endroit n'était pas toujours le même. Parfois, on arrivait sur le Vélodrome de Liège. Il me semble que c'est la course Espoir qui arrive toujours. Je ne sais pas si elle arrive toujours, mais en tout cas, elle est arrivée jusqu'à il y a pas longtemps sur le Vélodrome de Liège. Ensuite, on est arrivé au centre-ville, sur d'autres grandes avenues, et puis à partir de 1992 et jusqu'en 2018, on a modifié le lieu d'arrivée où on est allé faire l'arrivée à Anse, dans les faubourgs de Liège, mais la particularité, c'est que c'était une arrivée en bosse qui changeait pour le coup la physionomie de la course, où quand on arrivait à Liège, il y avait quelques kilomètres de plat pour aller jusqu'à la ligne. Donc voilà, il y a eu pendant plus de, enfin, près de 30 ans, pardon, cette arrivée à Anse, et à partir de 2019, on est revenu à une arrivée dans le centre-ville de Liège, où là le final a aussi un petit peu évolué. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et maintenant, on a la Roche au Faucon, donc qui a été introduite en 2008, qui fait office de dernière grosse difficulté, à peu près une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Et voilà, après, je vais vous laisser la parole juste pour mentionner le nom d'une des côtes les plus réputées, la côte de la Redoute, apparue en 1975, qui est à environ 40 kilomètres de l'arrivée, et qui fait office de tremplin, en tout cas sur les dernières éditions. Compliqué le sujet Liège-Bastogne-Liège. Moi, en tant que puriste un peu dans la tradition vélo, j'aurais envie de dire, on touche au parcours d'aucun monument, et c'est ce qui en fait un repère finalement, un monument dans le calendrier. C'est aussi ce parcours et ces endroits clés. C'est de se dire, voilà, j'ai envie de gagner là parce que tel grand coureur, il a gagné il a attaqué sur cette côte, ou tel grand coureur, il a gagné au sommet de cette arrivée, etc. C'est aussi ça, t'as envie de te dire, j'ai envie de faire comme lui, et je veux franchir la ligne du Vélodrome en tête, je veux placer ma mine dans le Poggio comme lui, ou je veux attaquer dans le Sormano. Enfin voilà, c'est quand même ces lieux mythiques des monuments qui en font ce qu'ils font, enfin voilà, des courses à part. Et pourtant, Liège-Bastogne-Liège, j'ai envie de dire que je trouve que la course n'a jamais trouvé sa formule idéale. Et encore maintenant, je trouve qu'elle l'a pas. C'est une course que j'ai jamais trop appréciée, en fait. Et je trouve que le parcours a beaucoup joué là-dedans. Par exemple, l'Amstel Gold Race, qui est pas un monument, c'est une course que j'ai toujours adorée, parce que je trouve que le parcours a toujours fonctionné, et depuis 10 ans là qu'il a été changé, il fonctionne à merveille. Là où Liège, ça a fonctionné pas mal. Dans les années 2000, ça marchait quand même. Il y a pas mal d'années où ça se lançait de loin, et puis on a vu que début des années 2010, avec cette domination de Valverde, clairement, hein, il se passait plus rien dans ce monument, si ce n'est dans la côte de Anse, là où tout le monde attendait de se faire régler par Valverde, on peut le dire, hein. Donc c'est pour ça que les organisateurs, à partir de 2018, si je dis pas de bêtises, 2018, on n'est plus arrivé. Si, 2018, on arrive encore à 2018 avec Young Young Guns. Guns qui gagne, et 2019, à partir de 2019, avec ouais. Fuglsang, on a changé l'arrivée pour forcer finalement les coureurs à attaquer de loin. Pour autant, moi, ce que je reproche à cette course aujourd'hui, c'est qu'au sommet de la Roche-au-Faucon, qui est quand même encore à plus de 15 bornes de l'arrivée, il y a vraiment plus moyen de créer quoi que ce soit. Et je trouve que la formule est pas non plus hyper gagnante, parce que pour le coup, cette fois-ci, les coureurs, ils attaquent de très très loin, et on l'a vu ces dernières éditions, les attaques de Remco Evenepoel et Tadej Pogačar dans la Redoute. Alors la Redoute a retrouvé cette place mythique qu'elle avait, voilà, et c'est un peu le rôle qu'on cherchait à lui donner. C'est vrai que c'était triste, la Redoute dans les années 2000-2010, qui était à 45 km de l'arrivée. Clairement, il s'y passait rien du tout, c'était une procession. Là, clairement, on lui a redonné toutes ses lettres de noblesse, puisque c'est à chaque fois là qu'il y a eu l'attaque décisive sur les 3-4 dernières années.
Mais, mais il manque quelque chose à cette course. Maintenant, elle est devenue trop. Elle force trop à attaquer de loin. Et c'est vrai que sur ces 15 derniers kilomètres, on s'ennuie un peu. Il y a souvent beaucoup de regroupements. Bah, je pense à Van Der Poel qui arrive à finir troisième l'année dernière, alors qu'il valait pas mieux qu'une 20e place à la pédale sur la course. Donc, je trouve Exact. qu'on et donc il y a un mec qui caracole en tête, il a une minute derrière, bah voilà, on est sur des regroupements, il y a plus une petite bosse où on peut se dire à 5 kilomètres de l'arrivée, elle est pas assez dure pour que ça bloque la course et pour autant bah elle peut permettre encore de recréer des choses. Et ça manque je trouve dans Liège-Bastogne-Liège. Il y a ce côté-là qui m'embête. Finalement, je me dis que l'ancien parcours qui était très ennuyant, mais qui était aussi dû à la typologie de coureurs qu'on avait dans les années 2000, 2010, bah, est-ce que finalement, si on le remettait aujourd'hui sur Liège-Bastogne-Liège, ça bloquerait vraiment la course, vu la typo, une course doit aussi ça, enfin, une course, elle est là pour créer de l'émotion, pour créer du spectacle. Pour le coup, j'ai pas envie qu'on bouge les monuments, mais là, je me dis que par rapport à la typologie de coureurs qu'on a depuis 4-5 ans, qui sont des coureurs qui partent de loin, est-ce que finalement, remettre cette côte de Saint-Nicolas et remettre cette arrivée à Anse, ou peut-être mettre juste la côte de Saint-Nicolas Mhm. comme dernier. Enfin, on sait très bien qu'un Pogacar, un Evenepoel, qui sont des coureurs qui gagnent avant tout sur l'endurance, à aucun moment ils vont se dire je vais attendre cette côte pour attaquer. Donc en fait, on n'est plus à une époque où finalement il y avait cet attentisme dans le cyclisme et moi j'aimerais bien qu'on remette voilà cet enchaînement final à l'arrivée, voir ce que ça donne. Est-ce qu'on se retrouverait dans ce scénario qui nous a beaucoup embêté dans les années 2010 ou pas? Moi je pense que non. On l'a bien vu sur l'Amstel Gold Race, le retour du Coberg, il a eu aucun incidence sur le magnifique scénario qu'on a eu et il a généré cette incertitude où on s'est dit ah bah dans le Coberg ça y est tout va se jouer finalement dans le Coberg, il y a encore cette montée etc. Donc ouais moi qui sur les trois premiers monuments j'ai pas envie de les changer, mais sur celui-là j'ai envie un peu de faire une entorse et de m'adapter un peu au spectacle qu'on a aujourd'hui et de me dire ok ça les empêchera pas de faire leur numéro, mais il faudra bien gérer son effort parce que derrière t'as encore une ou deux côtes dans le final qu'il faudra bien gérer, et puis derrière pour des mecs qui vont se jouer le podium etc. Bah il y a encore des moyens de faire la différence. Donc moi, revenir à l'ancienne formule et tester, pourquoi pas, en tout cas sur Liège-Bastogne-Liège, qui est une course quand même que j'ai toujours beaucoup de mal à apprécier à sa juste valeur, j'ai l'impression. Ouais, Adri, je sais pas si tu veux que j'y aille ou. Non, oui, oui, vas-y, j'allais te donner la parole, mais vas-y. Moi, je pense qu'il faudrait. Alors, sur Liège, j'ai un point de vue assez tranché dans le sens où il faudrait que ce soit l'ancienne version ou la nouvelle version qu'on a depuis justement 2018-2019. Il faudrait trouver un équilibre. Exactement comme Titien l'a dit. C'est-à-dire que aller jusqu'à Anse avec le faux plat et compagnie et l'arrivée à Anse. Pourquoi pas, mais c'était quand même pas le plus intéressant. Même si moi c'est une course que j'aime beaucoup, Liège. Vous savez, je suis un fan des classiques ardennaises ou des classiques où il y a des côtes. Mais c'est vrai que une montée comme la côte de Saint-Nicolas, par exemple, manque beaucoup. Ou également une autre côte qui est dans les faubourgs de Liège qui s'appelle la côte de Colonster, qui est également. Voilà, Il l'avait prise Liège, en 2013, si je dis pas de exactement. bêtises. Exactement, donc il y a des côtes possibles qui permettent de justement mettre une difficulté dans le final parce que la Rochefoucauld Et est un peu la, loin. la Et la Runagno limite. aussi, hein, qu'ils avaient mis en Bah oui, 2016, je 2016, crois, ouais, c'est c'est ça. Pouls La qui côte gagne, pavée. ça. Ouais, la côte pavée, Voilà. ouais. Et ça, c'est très bien. Moi, j'aimerais bien avoir à trouver, si je peux avoir une baguette magique, une formule où on prend le meilleur des deux versions, où on a justement cet enchaînement avec la Redoute, où on passe par l'ancien passage enfin, le nouveau passage de la Redoute, où on part directement à droite en direction de la côte des Forges. Et puis après de la Roche-au-Faucon, on descend directement à gauche et d'en faire une procession. Il y avait juste Remco qui avait essayé une ou deux fois de partir, mais la deuxième victoire de Remco, donc ce passage-là où on part pas justement sur la gauche de la route. C'est vrai que rajouter une petite difficulté dans le final, un peu plus difficile que la Roche-au-Faucon, parce que la Roche-au-Faucon, c'est ce que c'est, mais c'est pas non plus la côte la plus difficile du parcours, hein. C'est clairement moins difficile que la Redoute. Moins difficile que la côte de Stöcke, par exemple, ou la Haute Levée. Donc,
Ouais, peut-être rajouter une difficulté. Après, c'est dommage parce que j'aime bien cette arrivée dans le centre de Liège. Elle est jolie, je trouve, plus jolie que ce qu'il y avait dans les faubourgs de Anse, où vraiment c'est le truc que j'aimais pas à Liège, c'était vraiment cette arrivée à Anse, ça je la rajouterai pas. Mais ajouter une petite difficulté en plus dans le final pour, comme dit Titien le dit très bien, créer de l'incertitude et après trouver une arrivée sur le plat. Par contre, moi, Liège, quand même, parmi les classiques ardennaises, j'aime bien le fait qu'elle arrive pas en côte, qu'elle arrive sur une partie plutôt plane. Alors ça peut être après une petite descente, ça peut être après une montée et arriver sur un plat, mais j'aime bien que ça arrive à plat parce qu'on a déjà la flèche wallonne pour arriver vraiment au sommet d'un mur. Donc ça donne une identité un peu différente. Et pareil avec l'Amstel où bah, on a vu cette année, on a rajouté le Cauberg. Il y a aussi une montée un peu à la fin. J'aime bien qu'il y ait un côté un peu différent. C'est que Liège, pour moi, l'identité, c'est l'enchaînement de côtes, de montée, de descente, de montée, de descente. Et vraiment avec un objectif, c'est rejoindre Liège. Et j'ai pas de problème à ce que ça arrive, on va dire, en plaine, à plat, sur Liège. Je trouve que ça fait partie de son identité, c'est pas mal. Mais avoir une difficulté dans les 5 derniers kilomètres, ce serait effectivement quelque chose que j'ajouterais. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec ce que vous avancez. En tout cas, c'est sûr que c'est un monument qui, bah, peut-être qui sera amené à changer aussi. Et je trouve que bah, c'est le seul monument qui a ce genre de profil, hein, de classique ardennaise. Et, euh, et on voit aussi que le type de coureur qui s'impose sur ces courses-là a fortement évolué aussi. Donc c'est ça, peut-être qu'en fait ils ont changé le parcours au même moment où les types de coureurs qui s'imposent sur ces courses-là ont évolué. Donc euh, donc il y a peut-être encore des ajustements à faire. Moi je suis pas forcément nostalgique de cette arrivée à Anse qui pour moi bloquait beaucoup trop la course. D'accord. Mais elle la bloquerait moins aujourd'hui. Et la bloquerait moins aujourd'hui, mais moi j'aime bien l'idée comme tu disais Nico, d'arriver enfin, à plat, même si c'est 4-5 km de plat, pour moi c'est pas mal. Je trouve ça un peu plus intéressant Ouais. que à chaque fois garder une côte juste avant l'arrivée qui peut bloquer un petit peu. Mais C'est pour. dommage, par Ouais. contre, Adrien, ouais, non, Vas-y, Nico. après je te redonne la base de lycéen, c'est que la partie la plus difficile du point de vue du parcours de Liège-Bastogne-Liège, c'est entre 100 et 40, 30 km jusqu'au sommet de la Redoute, hein. Le sommet de la Mm. Redoute, c'est à peu près à 30, 35 km de l'arrivée. C'est ces 60, 70 km là qui sont les plus difficiles. Dès qu'on passe Et avec le à rosier Liesdam, et tout ça là, ouais. ouais, dès qu'on commence la côte Mm. de la Monte-Soie, puis après là, surtout la côte de Vannes, la côte de Bah, Stockeux, que etc. ouais, la Voilà, trilogie là, avec la haute levée, ouais. Mm. exactement. C'est là que la course commence à être vraiment très difficile, jusqu'au sommet de la Redoute, et éventuellement on peut pousser jusqu'aux Forges, qui est juste après. Après, c'est vrai que c'est, à part la Roche-au-Faucon, c'est plutôt de la descente et du plat. Donc, et c'est dommage que les 20-25 derniers kilomètres d'une course qui est si difficile, si exigeante, soient Mm. avec ce profil-là, puisque la partie la plus difficile se situe à peu près au milieu de course, quoi. Ouais, ouais. En fait, c'est vraiment dommage pour moi cette partie tout plate. Pour moi, ce qui fait la grosse saveur d'une course cycliste, c'est elle puisse se lancer de loin. C'est vraiment, enfin, je veux pas que ce soit une procession et sinon on regarde les étapes de sprint et c'est parfait pour ça. Mais qu'il puisse toujours y avoir de quoi la renverser ou de quoi modifier et ça marche aussi sur des étapes de grand tour. Je vais largement préférer une étape avec enchaînement avec un monstre comme le Finestré et Sestrière juste après qui est moins dur, où là on sait que la montée sestrière, elle ferme pas la course parce qu'elle est tellement pas assez difficile que tu es obligé de lancer la course dès le Finestré, mais il y a toujours ce moyen de faire quelque chose, ou un Mortirolo Aprica, ou des étapes comme ça, où voilà, en fait, où tu as une grosse difficulté, un gros enchaînement, soit une grosse difficulté, soit un enchaînement, et ensuite, c'est moins dur, mais avec toujours des petits moments où tu peux vraiment essayer de te créer une différence, essayer de revenir, voilà. Et c'est ce qui manque, en tout cas, au parcours actuel de Liège, c'est vraiment... ces 15 derniers kilomètres, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment... ça favorise absolument soit les regroupements, soit le fait que ça se regarde derrière un homme seul qui a pris assez Exactement, ouais. d'avance. Donc, il y a pas ce côté incertitude voilà, qui est créé. J'ai l'impression que t'as un peu deux difficultés bêtes et méchantes que sont la Redoute et... Ou alors, sans manquer de respect à ces côtes assez mythiques, hein, qui sont la Redoute et la Roche-au-Faucon. Et puis derrière, c'est fini, quoi. Et clairement, bah, Dommage. voilà, j'ai vraiment pas souvenir d'un Liège où l'homme de tête, il a pu être repris comme ça, enfin, sur le Liège des dernières années, quoi. Donc,
Et soit la côte de Saint-Nicolas est bien pour ça, Titien, Oui, oui, et je pense potentiellement. qu'elle bloquerait pas la course. Si tu arrives à Saint-Nicolas et qu'ensuite tu as encore 4 kilomètres de plat, par exemple, après Saint-Nicolas, bah, Mm. jamais des coureurs, ils vont. Enfin, alors, il y a des coureurs qui vont se dire, je vais attendre Saint-Nicolas parce que je Oui, suis un mais pas pur tout le monde. puncher, etc. Mm. Il y a d'autres coureurs qui vont se dire, bah non, moi, ma capacité, c'est l'endurance, je vais faire péter la course, et voilà. Et là, on aurait une vraie bataille entre ces coureurs qui cherchent à faire exploser à partir de loin et ces coureurs qui, derrière, espèrent absolument revenir pour être en bonne position au pied de la dernière bosse. Donc, voilà. Euh, je pense qu'il manque quelque chose, en tout cas, à Mm. Liège-Bastogne-Liège actuellement, pour que j'adhère pleinement à cette course, en fait. En tout cas, on se dit que la course, enfin que le parcours peut être beaucoup mieux que ça, vu tout ce qu'il y a à exploiter de ce côté-là, et notamment sur les derniers kilomètres quand on arrive à Liège. Et Euh, on rappelle Adrien, pour Liège, pour terminer, c'est qu'il y a aussi une partie, justement, Bastogne, etc., qui se passe sur le territoire du Luxembourg. très bonne précision, effectivement. C'est en grande partie en Belgique, mais il y a un petit passage au milieu de la course dans le pays du Luxembourg. Donc c'est une classique et je crois que c'est le seul de nos monuments. Alors, on pourra parler après du Lombardie où il y a des tout petits passages en Suisse, mais c'est le seul des monuments qui passe sur plusieurs des territoires de plusieurs pays. Oui, effectivement. J'ai pas forcément vérifié, mais de mémoire, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Et ben justement, tour de Lombardie, on y arrive. Création 1905. Alors, Ah, messieurs, je vais vous épargner tous les changements de parcours. ah ouais. Parce que il y en a eu un paquet et il y en a encore un paquet. Bon, brièvement, tu l'as dit tout à l'heure, Nico, hein, au tout début, on partait de Milan, on arrivait à Milan. En 61, l'arrivée est déplacée à Côme, ce qui change beaucoup la tête de la course avec cette arrivée en bord de lac et puis surtout des montées qui sont beaucoup plus proches de l'arrivée. Ensuite, dans les années 80, on revient un petit coup à Milan et puis dans les années 90, entre 95 et 2003, on arrive à Bergame pour après retourner faire l'arrivée du côté du lac de Côme et là sur les dernières années il y a une alternance d'arrivée entre Mhm. Bergame et Côme où en gros on fait le parcours dans un sens puis dans l'autre l'année d'après. Exactement. Depuis 10 ans. C'est ça. Et donc maintenant la classique semble s'orienter vers vers ce genre de profil avec des montées alors tantôt proches de l'arrivée, tantôt plutôt loin en fonction du parcours, comme le mur de Sormano ou la mythique Madonna del Gisalo, pour ne citer qu'elle. Que pensez-vous, messieurs, de ces parcours du Tour de Lombardie, devrait-on dire, parce que pour le coup, contrairement aux monuments, aux 4 premiers dont on vient de parler, Mm. là, on n'a pas la même identité en termes de parcours et en tout cas la même unicité. C'est. Ouais, mais alors, je vais me permettre de Vas-y, commencer, Nico. Titien, ou pour Vas-y. histoire de changer, parce que d'habitude, c'est Titien qui commence sur les trois dernières, donc comme ça, j'y vais pouvoir répondre en fonction de ce que je dis, et je n'aurai pas toujours l'avantage, on va dire, de parler en deuxième. Moi, c'est mon monument préféré. Donc, même si je sais que c'est très bien que c'est pas le plus mythique. Je sais très bien qu'il a pas la. Mais moi, c'est mon préféré. Déjà, parce qu'il est pas très loin du pays, hein. Il y a même eu, entre 2004 et 2006, il y a eu des départs à Mendrisio, hein, une ville tout au sud du Tessin, en Suisse, qui est côté helvétique. Donc, dans cette C'est là où Cadel Evans a été champion du monde, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, c'est une petite ville. Et Cancellara a été champion du monde contre la montre Ah, également sur aussi. ces terres. Sur ces terres. Donc voilà, c'est une région qui est proche de mon pays, que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de visiter étant plus jeune, où j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'activités. Donc, c'est une des plus belles régions d'Europe, hein, la région des grands lacs, lac majeur, lac de Caume, lac de Lugano. Voilà, c'est toute une course autour de lac de Caume, donc c'est absolument magnifique. C'est une course également qui profite aux punchers et surtout aux grimpeurs.
C'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que ça permet d'avoir un profil de coureurs différents qui peuvent gagner un monument, même si c'est pas un monument classique. Et surtout, 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 ce que j'aime dans ce monument, c'est que le parcours, même s'il y a il y a des fondamentaux, on va dire, au niveau de la région, il change chaque année. Et ça, moi qui adore les courses par étapes, qui aime bien quand il y a des modifications, que c'est pas tout le temps le même parcours, j'aime beaucoup le fait qu'on ait une douzaine d'ascensions au programme et que les organisateurs décident d'en mettre 4, 5, 6 suivant les éditions, comme par où ils passent. Est-ce qu'on fait Bergame-Côme? Est-ce qu'on fait Côme-Bergame? Je trouve que depuis une dizaine d'années, alors avant c'était vraiment il y a eu à boire et à manger avec le Tour de Lombardie. Ça a été un énorme bordel pendant un moment. Je trouve que la version qu'ils ont trouvée depuis 10 ans, donc 2014, de faire Côme-Bergame une année et Bergame-Côme de l'autre, en variant mais en gardant des fondamentaux, donc avoir un bon équilibre entre innovation, répondre aux attentes, varier les parcours, etc. J'aime beaucoup cette formule-là, à titre personnel. Je sais que les gens ne seront pas forcément d'accord avec moi, mais moi j'aime beaucoup cette formule-là. Et après, il ne faut pas non plus se laisser avoir, et je vais terminer par ce point, par le fait qu'il y a un coureur, Tadej Pogacar, qui a décidé de mettre la main entière sur la course depuis 4-5 ans, en disant que bah voilà, c'est un parcours forcément qui l'avantage énormément. C'est peut-être la course du calendrier qui lui convient le mieux sur le papier, à cause de la longueur, à cause de la difficulté, à cause des pourcentages, enfin, voilà, pour plein de raisons. Et il faut pas se laisser avoir, parce que le jour où Pogacar aura pas envie d'y aller, ou qu'on aura changé de génération de coureurs, ça peut convenir à beaucoup de profils différents, des leaders de classement généraux, des punchers grimpeurs type Giulio Ciccone ou comme ça. Enfin voilà, ça peut profiter à pas mal de coureurs différents, et c'est une course de mouvement potentiellement. Et voilà, moi j'adore le Tour de Lombardie. C'est un biais de ma part de ce point de vue-là. Et comme il n'y a pas un parcours fixe, quelque part la question se pose pas vraiment au niveau de ton débat, Adrien, puisque là pour le coup, ben, c'est dans l'identité de la course de changer, de varier. Pas vraiment de changer, mais d'amener des variations et de pianoter avec toutes les variations chaque année. Mhm. Mhm, mhm. Je sens qu'il n'est pas d'accord. Je pense que je suis d'accord avec environ 0% de ce que tu as dit, Nico, mais c'est bien. J'étais sûr. J'étais sûr que tu allais dire ça. La seule chose, si je suis d'accord avec 1% de ce que tu as dit, c'est que c'est un parcours qui est magnifique. Et ça, on peut pas lui enlever. Voilà. Pour le reste, non, c'est la catastrophe, le Tour de Lombardie. C'est plus qu'une catastrophe. Il y a rien qui va. Il y a vraiment rien qui va avec ce monument. Et ce qui est bien, c'est que t'as tout résumé. T'as tout résumé à la fin. T'as dit l'identité, de cette course, c'est de changer chaque année. Cette course n'a aucune identité, qu'on va se le dire. Déjà, c'est le monument qui est l'objectif de personne en début de saison. Donc bon, t'es placé en fin d'année, c'est comme ça, il y a plein de belles classiques italiennes. Je remets pas en cause son placement, elle est en fin d'année. Donc voilà. Mais du coup, crée-toi cette identité qui fait rêver, en fait. Moi, je suis complètement perdu avec le Tour de Lombardie. Vraiment, chaque année, ça change. On a eu des parcours, mais vraiment miteux par année, hein. Franchement, l'année où Oliver Zoggy gagne, t'as que Nibali qui attaque. Derrière, ils attendent tous un petit mur de 1 km à 5%. L'année 2014, horrible, avec la victoire de Tim Wellens, où dans des parcours, souvent, c'est quand on arrive vers Bergame que c'est assez moche. Non, on a beaucoup Dan de Martin. parcours. Dan Martin, ouais, qui gagne devant Rui Costa et Valverde, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, on a quand même eu des parcours vraiment qui me font pas rêver. Ces changements incessants, c'est pas. En plus, on apprend le parcours du Tour de Lombardie souvent 2 semaines avant le Tour de Lombardie. Non, mais il y a vraiment un gros problème d'identité avec cette course pour moi, en fait. Après, voilà, je pense que chacun a sa sensibilité sur le sujet. Pour moi, le mot monument, dans le monde, quand on pense à des monuments, on a une idée très, très précise en tête de ce à quoi... C'est bien pour ça qu'on appelle ça des monuments. C'est parce qu'ils sont iconiques, parce qu'ils sont connus dans le monde entier. Et ben, c'est pareil. Il y a les pavés du Tour des Flandres. Il y a les monts pavés du Tour des Flandres. Il y a les pavés de Roubaix. Il y a le Poggio sur Milan-San Remo. Sur Liège-Bastogne-Liège, il y a la Redoute. Là... Bon, parfois il y a le Ghisalo, mais des fois il est en fin de course, des fois il est en début de course. Le Sormano, c'est un peu, voilà, une année sur deux, il saute s'il est pas là. Il y a des parcours qui ont été mis une fois, je pense à celui de 2016 qui était alors pour le coup magnifique. Pour le coup en 2016 c'était un parcours magnifique. Il a plus jamais été utilisé, on avait quand même un enchaînement de 5 bosses sans plat dans les 60 derniers kilomètres, donc c'était juste incroyable. Pour moi, le Tour de Lombardie, c'est vraiment cette arrivée à Côme.
cette montée de Ghisalo puis du Sormano, c'est 15 km de plat pour aller atteindre le Civiglio et San Fermo della Battaglia. Là, on a un parcours vraiment magnifique qui se prête à tout, qui se prête à une attaque de loin avec cette côte infernale, impitoyable qui est le mur de Sormano. Ces kilomètres de plat qui soit te permettent de regroupement, soit permettent de prendre de l'avance, même la descente du Sormano qui peut permettre à un homme de partir, et puis cette indécision parce que rien n'est joué, il reste encore 2 côtes, dont le Civiglio qui est très dur, dont San Fermo qui est un peu moins dur, mais qui permettent quand même de faire des décisions. On a une course très très ouverte. Là, on nous a sorti un parcours l'année dernière. Ouais, bon, après, je suis peut-être aussi biaisé par le fait que Tadej Pogačar s'envole loin de l'arrivée, mais pour autant, C'est ça, je trouve que les c'est ça le parcours, problème. hors le parcours qui va à Côme et qui passe, comme je t'ai dit, par ces difficultés, le reste des parcours qui sont pondus, ils me font vraiment pas rêver. Donc non, franchement, là pour le coup, il y a un gros problème d'identité avec cette course et d'attachement aussi. Pour moi, c'est le monument auquel je suis le moins attaché. Peut-être que si le parcours il était beaucoup plus mythique que les endroits, ils restaient les mêmes d'année après année, j'y serais plus attaché et je trouverais des repères qui feraient que je crée un lien avec cette course. Là, pour moi, le fait que ça change chaque année, j'ai vraiment du mal à créer des liens avec cette course qui est en plus placée vraiment en fin d'année. Donc ça lui enlève ce côté mythique. Alors hormis le palmarès, tous les champions qui ont gagné, ça reste une très très belle course, le Tour de Lombardie. Mais j'ai du mal à lui trouver le côté mythique que peuvent avoir les 4 autres monuments. Donc ouais, gestion qui me plaît pas trop du Tour de Lombardie. Et pour moi, il faut arrêter ces changements incessants et se trouver une vraie identité un peu qui est durable sur les années à venir. Et encore une fois, ils ont vraiment un parcours pour moi qui est parfait, celui que j'ai décrit avec le mur et avec les 2 bosses finales. Et puis encore une fois, voilà, c'est 4-5 km de plat pour finir qui peuvent encore laisser place à pourquoi pas des regroupements. Donc après, c'est aussi une région qui fait avec les conditions. Voilà, c'est début octobre, c'est une Ça, région assez c'est ça escarpée, le donc problème. il faut s'adapter aussi. Évidemment, je remets pas ça en cause, mais moi, en tout cas, voilà, il n'y a pas vraiment d'identité et du coup, j'ai beaucoup moins d'attachement autour de Lombardie et c'est beaucoup moins un monument dans ma tête que les 4 autres. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Adri. Euh, Moi, d'une manière générale, en fait, je trouve que dans le cyclisme, pour changer un petit peu tout le temps de parcours, on a les courses par étapes qui nous permettent avec les grands tours, avec les courses World Tour d'une semaine, d'apporter énormément de variété. On n'est pas tout le temps sur les mêmes parcours et heureusement, c'est pas les mêmes étapes de montagne. Les villes changent, même si on repasse de temps en temps sur les mêmes cols, bien évidemment. Euh, et du coup, à contrario, j'aime bien l'idée que les courses en ligne, et qu'elles soient monuments, et même pas forcément monuments, mais qu'elles gardent en fait comme un standard, une ligne qu'on continue un petit peu dans le sens où le parcours serait très, très peu modifié. Euh, Sur le Tour de Lombardie, alors je trouve qu'il y a un truc intéressant dans l'idée de faire un coup Côme-Bergame et un coup Bergame-Côme. Euh, mais moi, pour le coup, je ferais, j'essaierais vraiment de trouver, et dans un sens et dans l'autre, des parcours qui bougent le moins possible. Euh, c'est aussi ça qui crée à la fois une identité propre, et puis les coureurs qui peuvent aussi après, on voit sur 2 courses, les courses d'un jour, d'année en année, appréhender autrement les difficultés, essayer d'autres tactiques sur le même parcours. Et voilà, moi sur ce point-là, de toute façon, j'aime bien quand les courses d'un jour ne bougent pas trop et évoluent assez peu. Donc là, on s'y perd un peu, et c'est vrai que j'ai du mal même à retenir, à savoir, ah oui, attends, mais là, ils ont fait quel parcours, ils font quel boss, et suffit que ce soit une année où j'ai pas pu regarder la course, et là, je suis un petit peu paumé. Donc il y a moyen, enfin voilà, après. Ça reste que mon avis, où j'aime bien enfin voilà, ça s'appelle des classiques, même des monuments en vélo. J'aime bien le côté ancré qui bouge pas ou très peu. Et, et là, ça bouge un peu trop, en fait, à mon goût. Mais voilà, après, ça reste quand même
En termes de scénario de course, c'est aussi beaucoup les coureurs et comment ils appréhendent l'épreuve. Bon là, sur les dernières années, de toute façon, Pogacar, c'est sa course effectivement, c'est celle qui lui correspond le mieux. Ça, je suis bien d'accord. Mais voilà, il n'y a pas que il y a pas que le parcours qui fait que la course est réussie, parce que voilà, dans les années début 2010, c'était aussi des types de coureurs qui attendaient la fin qui attendaient le dernier moment. Il se passait pas grand chose de loin comme on peut l'avoir maintenant. Donc Après, ouais, voilà. une des vraies améliorations qu'on peut citer, c'est justement le fait d'arriver dans des villes qui sont vraiment situées au pied des monts Lombards et vraiment au bord de ce lac de Côme, avec Bergame et Côme, parce Ah que bah oui, et ça c'est bien, ouais. avec des petites difficultés finales, parce que les arrivées à Monza Ah oui. Oui, je l'ai ou pas dit tout à l'heure, début des années ça 90, ils c'est sont arrivés bien. 4-5 fois à Monza. Ouais. Et l'arrivée à Milan, parce que Milan est la capitale de la région de la Lombardie, bien évidemment, c'est la plus grande ville, c'est la plus grande ville d'Italie, etc. Bref, avec Naples et Rome. Mais l'arrivée à Milan, oui, c'est beaucoup trop long après pour redescendre. Donc là, déjà, il y a une vraie C'est amélioration. mieux, ouais. Et puis, moi, vous savez, c'est pour ça que j'ai cet attachement à cette course, c'est justement le fait que moi, vous savez que j'aime bien, vous avez vu tout au long de cette émission, j'aime bien quand les émissions, quand les parcours, ils changent. Et donc, du coup, c'est pour ça que aussi que j'aime bien le Tour de Lombardie. C'est parce qu'on n'a pas chaque fois justement la même chose. Après, c'est vrai que si on veut, et là, je suis tout à fait d'accord avec toi et avec Titien, si on veut cimenter un jour proprement le fait que le Lombardie, c'est également, au même titre que les quatre autres, un monument, parce que pour l'instant, c'est clairement la cinquième roue du carrosse, hein, on va pas se mentir, par rapport aux quatre autres qui sont largement plus mythiques. Si on veut vraiment cimenter ça dans le Lombardie, il va falloir, ce qui pourrait contribuer vraiment à ça, c'est d'avoir effectivement un parcours entre Bergame et Côme, ou Côme et Bergame, hein, ça dépend du sens dans lequel vous voulez faire, qui soit fixé avec des passages mythiques qui soient chaque année, etc. Et pas qu'on ait seulement la montée des Ghisallo qui soit comme passage récurrent, mais que chaque année, est-ce qu'on fait le Sormano, est-ce qu'on fait pas le Sormano, est-ce qu'on fait le Civiglio, est-ce qu'on fait pas le Civiglio. Ça, je suis d'accord dans ce point de vue-là, monument. Moi, j'aime bien, mais je sais que je suis tout seul là-dessus. J'aime bien le fait que, justement, l'identité de cette course, c'est justement le fait qu'elle n'est pas un parcours fixe par rapport aux autres. Moi, je suis prêt tout à fait à accepter dans ce débat de dire qu'un Paris-Roubaix ou même un Milan-San Remo, qui est dans la même région italienne, qu'un Milan-San Remo, on n'y touche pas. C'est Cipressa, Poggio, le parcours reste le même, c'est mythique, etc. Moi, j'accepte tout à fait. Et d'un contrario, s'il y a ça en acceptant pour un peu équilibrer le fait que le parcours du Tour de Lombardie, il y ait un tracé qui puisse changer, que la ville d'arrivée soit pas forcément la même, parce que ça fait aussi partie de ça. Ce qui m'embêterait un tout petit peu, et c'est ça pour un peu conclure ton débat, Adrien, c'est que tous les monuments aient systématiquement toujours le même parcours. Et qu'il n'évolue pas. On a vu durant l'histoire du cyclisme que les parcours ont des classiques et des monuments ont été amenés à évoluer. Tu as fait tout le recap, etc. Et il y a des classiques qui ont trouvé des formules qui fonctionnent. Milan-San Remo, Paris-Roubaix, la version moderne du Tour des Flandres, on peut dire que ça fonctionne bien, hein. On en a parlé justement les dernières années, c'était des éditions fantastiques. Donc pourquoi pas cimenter en disant pendant plusieurs dizaines d'années on va garder ce parcours, mais les parcours des classiques est amené à évoluer. Et j'aime bien justement qu'il y ait certains monuments où ce soit pas tout le temps, toutes les années, exactement le même parcours. Mais après, ça c'est mon point de vue, on va dire, personnel. Titien, est-ce que tu veux rebondir avant qu'on passe à la conclusion de cette émission? Bah non, en fait, il faut pas faire de généralité. Il faut que, pour moi, un monument, c'est une course qui doit avoir un socle très dur avec des points de passage qui doivent pas bouger. Il faut qu'il y ait une vraie identité et ça tourne effectivement autour de la course dans sa globalité, mais également des points clés qui la composent. Ça peut être Arambert pour Paris-Roubaix, ça peut être le vieux Quarmont pour le Tour des Flandres, le Poggio, enfin voilà, etc. Donc il faut, il faut qu'on puisse faire des ajustements, il faut qu'on puisse également s'ajuster au... Le cyclisme, il évolue, le cyclisme, il change et les courses, elles doivent aussi s'y adapter. Donc voilà, il y a des choses à prendre en compte. J'ai envie de dire qu'il y a 50 à 60% de ce socle qui ne doit pas bouger et puis derrière des ajustements qui doivent être pensés plutôt, pour moi, de manière intelligente en réponse à un vrai besoin, qui soit un besoin de spectacle, un besoin financier, un besoin de sécurité. Voilà, donc je suis assez ouvert sur le débat, même si
Un monument, pour moi, le première chose qui me vient en tête, c'est cette identité qui fait que je le reconnais tout de suite, que j'y pense, et que c'est quand même ces courses qui sont représentées, au-delà évidemment du Tour de France, qui est un monstre médiatique, et des autres grands tours, c'est quand même ces courses qui sont la vitrine de ce qui est le cyclisme mondial, et pour que ce soit une vitrine, bah, il faut qu'on puisse créer un lien avec, qu'on puisse les approprier, qu'elles créent de l'émotion, et ça passe quand même par une certaine stabilité. Donc voilà, vive les monuments, vive le fait que c'est des points de passage très 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 connus par tout le monde, et voilà, le cyclisme évolue, donc les monuments également, ils doivent s'y adapter, donc n'hésitons pas à y penser, parce que parfois ça peut être intelligent de faire quelques changements. Merci bien. Nico, je sais pas si tu voulais rajouter encore quelque chose, mais si t'avais plutôt Non, en point d'ouverture, on conclu. pourrait dire que. Ouais, non, mais en point d'ouverture, pour terminer un peu le débat sur une question un peu ouverte, il y a également la question dont on pourrait se poser, c'est l'identité des grands tours. On le sait que historiquement, il y a 15-20 ans, les grands tours, les trois grands tours avaient une identité un peu plus marquée qu'aujourd'hui. Ce serait également intéressant de se poser la question, vu qu'on a parlé justement des parcours des monuments, de définir ce qui définit, voilà, de définir un parcours pour une identité pour tel ou tel grand tour par rapport à leur positionnement. Et on pourrait faire le même débat justement, parce que comme l'a très bien dit Titien, les monuments, au même titre que les grands tours, sont les courses principales du calendrier, les courses les plus suivies, les vitrines des différents pays et des différentes disciplines qui les accueillent. Et du coup, effectivement, c'est un bon débat à avoir. Et je pense que on n'a peut-être pas assez parlé ce soir. On en a parlé un petit peu lors du Tour des Flandres, mais il y a tout l'aspect économique et financier sur la notion du vélo. Et on parlait du Tour de Lombardie, ben, c'est typiquement un accord financier entre Côme et Bergame en disant ben, j'accepte une année d'être ville départ, mais autrement ville arrivée, ce qui permet de rendre la course qui est potentiellement la moins médiatisée, on va dire, du calendrier parmi les monuments, ben, on va dire mieux, plus rentable, avec des participations plus intéressantes de deux gros contributeurs qui sont la ville de Côme et la ville de Parme, en plus de la région Lombardie de manière générale. Donc, il y a tout cet aspect financier pour pérenniser le vélo. Et effectivement, nous, en tant que fans de cyclisme, enfin, fans de belles courses et de courses mythiques, après, nous, on en parle, et je terminerai par ça. Quand on parle justement dans les palmarès, Adrien, quand on fait les top 10, quand on parle des meilleurs classic man, des meilleurs punchers, des meilleurs coureurs de l'histoire, ben, on se réfère beaucoup à cette notion de monuments, de grandes classiques, de grands monuments du cyclisme qui ont été remportés, dans quelles conditions et tout. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir des repères, des identités, mais aussi de mettre le contexte autour de telle victoire ou telle course pour expliquer. Et c'est clair que avoir une identité fixe et un parcours qui soit plus ou moins fixé dans le temps nous permet de relativiser, de plus facilement expliquer telle ou telle performance sans avoir forcément à se replonger dans le parcours à chaque fois. Donc ça aussi, je peux comprendre que si on compare les époques, le fait de garder un parcours, on va dire une identité sur plusieurs décennies, permet vraiment de comparer un Pogacar ou un Van Der Poel avec leurs successeurs dans 10-15 ans, et également les prédécesseurs qu'ils ont eu dans les années 2000, 2010, etc. Donc ça, c'est également, je veux dire, un argument que je mettrais au fait d'avoir un parcours bien identifié sur les monuments. Eh ben, merci beaucoup, merci Titien, merci Nico pour vos analyses du jour. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez et qui nous avez écouté jusque-là, c'est sûrement que le débat vous a plu, que vous avez aussi votre idée sur la question, donc allez-y dans les commentaires, savoir qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut changer sur ces 5 monuments, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant. Et puis bah, n'hésitez pas à également vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit like. On remercie également tous les auditeurs et toutes les auditrices. Vous êtes énormément nombreux à nous écouter depuis le début de la saison 2025, donc bah, ça nous booste énormément, et on est très content que le contenu qu'on vous propose semble vous plaire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller revoir aussi d'autres éditions de Contre-Attaque. C'est la 4e
4e sur cette saison. Donc ça, c'est l'avantage de ce format. Vous pouvez l'écouter un petit peu n'importe quand parce qu'il n'est pas forcément en lien direct avec l'actu. Et à bientôt. On se retrouvera pour un nouveau numéro au mois de mai. Et puis d'ici là, bien évidemment, pensez à vous alimenter car la fringale guette. À bientôt tout le monde. Ciao ciao. Ciao les copains. Ciao, ciao tout le monde.